Aujourd'hui, près de 25 entreprises françaises sur 100 ont recours à des prestataires extérieurs pour gérer les ressources humaines. Cette option se heurte à la résistance de certains dirigeants d'entreprises qui en ont une mauvaise opinion. Bienvenue au live du Parc. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Ange Lonck, une DRH externalisée. Est-ce vraiment utile et bon pour toutes les entreprises? Est-ce un luxe réservé aux grandes entreprises? Vous pouvez évidemment intervenir tout au long de ce live. Essayez de mettre en difficulté une DRH, ça risque d'être croustillant. Bonjour Marie-Ange, déjà pour commencer, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être une invitation que tu vas regretter à la fin. Alors une DRH à la demande, est-ce vraiment utile pour toutes les structures, toutes les entreprises? Alors oui, ça peut être utile pour toutes les entreprises. Après, tout dépend du coup du besoin finalement de l'entreprise, la structure déjà en interne de l'entreprise. Donc après, oui, potentiellement, ça va de 0 à… voilà. 0 ? Bien sûr. À 0 salarié, même si l'entreprise n'a pas de salarié, justement, le fait d'externaliser la fonction RH, on peut accompagner les entreprises dans le recrutement de leurs premiers salariés. C'est des missions qu'on réalise. Mais également, aujourd'hui, il y a une évolution, en tout cas, dans la structure des entreprises, ce qui fait que toutes les entreprises n'ont pas forcément recours au salariat classique, finalement, et ils ont recours à des travailleurs indépendants. Et donc du coup aujourd'hui, par exemple sur les fonctions de recrutement, je n'ai pas forcément que des contrats, des salariés en tout cas à recruter. Il m'arrive aussi, et de plus en plus d'ailleurs, de recruter des travailleurs indépendants pour certaines entreprises parce qu'elles ne souhaitent pas forcément avoir des salariés. Ce qui est plus difficile ? Non, clairement non. Ce sont des fonctions qui sont distinctes avec des réseaux et un sourcing qui est différent. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, c'est les définitions de profil qui sont importantes. Alors, beaucoup de questions ont été envoyées. Se doter d'une direction des ressources humaines externalisées, ça s'adapte à tous les budgets ? Alors oui, ça s'adapte à tous les budgets parce que tout simplement l'objectif c'est vraiment en fait de s'adapter aux besoins du client. Il y a des clients qui ont un besoin finalement qui est assez vaste et il y en a d'autres sur lesquels l'accompagnement est beaucoup plus ciblé. Et donc du coup en fonction de ça, forcément le budget n'est pas le même. Mais quand tu dis vaste, par exemple, toi, tu peux intervenir d'une façon clairsemée ou par exemple d'une façon unique. J'ai besoin de toi pour ça et puis après, j'ai plus besoin de toi. Tout à fait. Ça dépend. Il y a des missions one-shot, entre guillemets, où du coup le chef d'entreprise rencontre une difficulté particulière. Par exemple, il n'a pas les compétences en interne pour pouvoir y répondre. Il fait appel à moi, justement, dans le cadre de cette mission-là. Donc ça, c'est un premier état, en fait, finalement, en one-shot. Et en parallèle de ça, j'ai d'autres clients sur lesquels j'interviens, finalement, à longueur d'année, dans toute la gestion RH. Du coup, j'ai une mission qui est un peu plus globale que quand j'interviens comme ça de manière ponctuelle. Alors justement, ça me permet, parce que beaucoup ont posé la question, quelles sont les missions d'une DRH externalisée? Alors, tu dis vaste, oui, ok, alors, mais dans quel domaine? Alors, les ressources humaines, déjà, c'est un champ de compétences, en tout cas, qui est très, très vaste. Pour essayer de le reprendre, le plus simple, c'est peut-être de suivre une chronologie. On a la partie recrutement, le recrutement d'un collaborateur, d'un travailleur indépendant, par exemple. Cette partie-là de recrutement est importante. Donc, dans un recrutement, on peut gérer l'intégralité d'un process de recrutement. On peut accompagner le chef d'entreprise uniquement sur la partie sourcing, c'est-à-dire lui envoyer des candidats. Après, lui, il gère le reste en interne. On peut accompagner uniquement, finalement, pour des entretiens, donc une assistance ponctuelle aux entretiens d'embauche, par exemple. Ensuite, il y a la rédaction des contrats, la vie des contrats de travail. On a la gestion de la paye, par exemple, qui est une des fonctions RH, que, par exemple, je ne pratique pas. Enfin, c'est pas mon secteur d'activité, mais qui fait partie, en tout cas, des ressources humaines. La gestion de la formation, la gestion des compétences, idem, c'est quelque chose qui fait partie des ressources humaines. Et ensuite, on a tout ce qui est partie disciplinaire, peut-être un petit peu moins fun des RH, mais voilà, les parties disciplinaires, les fins de contrat, quand on parle d'une rupture conventionnelle, d'un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié, licenciement pour motif économique, tout ça fait partie en fait des ressources humaines. Alors justement, beaucoup s'imaginent que c'est uniquement pour gérer les moments les moins fun, comme tu viens de le citer, dans la vie d'entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement
pour s'occuper du licenciement, pour s'occuper d'un avertissement? Alors, clairement, les ressources humaines, alors oui, il y a un moment pas très fun, voilà, en tout cas, il y a des moments clés qui ne sont pas toujours très gais pour un chef d'entreprise, des moments un petit peu sensibles, je pense à un licenciement économique par exemple. Mettre en place des licenciements économiques, c'est une période sensible et assez critique pour le chef d'entreprise, donc c'est pas forcément voilà, très Plaisant, fun, voilà. facile à gérer aussi. Tout à fait. Mais et c'est là justement où toute la dimension humaine en fait, des ressources humaines prend son sens et c'est extrêmement important. En tout cas, à mon sens. Mais au-delà de ça, non, on a par exemple un recrutement, c'est un moment qui est plutôt sympa dans la vie de l'entreprise en tout cas. Voilà, c'est un projet et quand il y a un chef d'entreprise qui a une problématique, par exemple, pour trouver un certain type de profil, et du coup, lui apporter des compétences et trouver une solution finalement à son besoin de recrutement. Il a besoin de recruter, mais il n'y arrive pas parce que le marché de l'emploi est tendu, parce qu'il y a d'autres problématiques. Et du coup, c'est un moment qui est plutôt agréable. Les entretiens, par exemple, mener les entretiens professionnels, les entretiens annuels, c'est quelque chose qui est aussi plaisant finalement. Et encore une fois, voilà, il y a ce lien humain qui est important. Alors, l'objet de l'externalisation des ressources humaines, c'est de traiter les aspects chronophages, certains disent, et non stratégiques de la fonction RH. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense que oui. Alors ça, c'est la partie plutôt théorique, où du coup, quand on externalise une des fonctions, en général, voilà, c'est quelque chose qui est chronophage, et on a tendance à conseiller justement aux chefs d'entreprise de garder en interne les fonctions dites stratégiques. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que... c'est vrai que c'est assez ambigu. Exactement. Et sauf que quand on externalise la partie RH, quand on confie finalement, ne serait-ce qu'une mission, je ne vais pas parler que de recrutement, mais voilà, un recrutement, une rupture de contrat ou autre, à un prestataire extérieur, ça reste quand même un élément qui est sensible. La fonction RH, c'est une fonction aujourd'hui qui est stratégique au sein de l'entreprise, parce que ça peut être un levier justement de croissance, ou au contraire, si elle est mal gérée, ça peut être voilà, un caillou dans la chaussure qui fait que l'entreprise a peut-être un peu du mal à évoluer. Et donc du coup, clairement, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que si on l'externalise, c'est que ce n'est pas quelque chose qui soit stratégique. Et après, chronophage, alors oui, il y a des fonctions chronophages qu'on externalise, mais en fait, on externalise aussi surtout parce qu'on n'a pas forcément la compétence en interne. Alors, quelle est la différence, ça c'est la question cruciale, quelle est la différence entre une RH qui est externalisée et une RH qui est internalisée? Alors en fait, pour moi en tout cas, on n'a pas forcément de différence, les missions restent les mêmes. Après, tout dépend du besoin de l'entreprise. Je pense qu'on fait appel à une DRH externalisée. Enfin, on va la chercher en tout cas parce qu'on a un besoin en interne, on a une carence peut-être de compétences. On a en tout cas estimé qu'il y avait une difficulté à laquelle il faut apporter une réponse. C'est cette flexibilité qui intéresse dans l'externalisation aussi, ou c'est parce que en effet c'est la mission ponctuelle, la mission régulière, mais qui ne t'attache pas à quelqu'un d'internalisé? Pas forcément. En fait, il faut savoir que le seuil en fait, d'embauche à temps plein d'une DRH, il est à peu près de 300 salariés. Parce qu'au-delà de 300 salariés, il y a pas mal d'obligations, notamment sur la GPEC ou sur des phases de négo, où du coup on apporte une lourdeur dans la gestion des ressources humaines. Et donc du coup, en dessous en fait, de 300 salariés, il n'y aurait pas vraiment une DRH, en tout cas attitrée à la gestion des ressources humaines. Donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des besoins qu'on irait chercher à l'extérieur parce qu'on n'aurait pas les compétences en interne. Alors comment, là c'est une question un peu, excuse-moi, mais bon, comment tu arrives, enfin comment quelqu'un qui est externalisé, qui est extérieur à l'entreprise, arrive à être opérationnel immédiatement quand il baigne pas dans l'entreprise au quotidien, quand il arrive d'une façon, excuse-moi, parachutée, parsemée. Comment tu arrives à t'adapter? Comment tu arrives tout de suite à comprendre la culture d'entreprise, la philosophie d'entreprise? C'est assez difficile à admettre ou à comprendre que quelqu'un qui est parachuté comme ça, poum, voilà, il comprend l'entreprise alors qu'il n'est pas dedans. Ok, c'est une bonne question. Du coup, clairement, c'est mon métier. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Quand tu vas chez le garagiste, par exemple, je pense que rien qu'au bruit du moteur, si tu as un problème d'échappement ou un problème de courroie, il va savoir te dire, tiens, le problème, il est là. En fait, c'est à peu près pareil pour moi, en tout cas. Donc, tu es une garagiste version de RH, D'accord. Non, mais voilà, mais c'est par pas mal de questions, finalement, et l'expérience fait que je sais assez rapidement, en tout cas, lors du premier rendez-vous, mettre le doigt là où ça fait mal. Et où du coup je sens tout de suite qu'il y a un besoin, peut-être une carence, enfin, voilà, en tout cas il y a quelque chose. Et après sur la partie plutôt technique, le cœur d'activité même,
c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir me fondre dans l'activité technique, dans la technicité en tout cas de l'activité de mes clients. Alors je ne dis pas que je suis technicienne, loin de là, mais en tout cas j'adore ça et c'est très important pour moi dès le premier rendez-vous d'avoir une idée finalement de l'activité de mon client, de connaître, de comprendre justement l'activité avec l'environnement dans lequel il évolue, parce que ça a des incidences aussi d'un point de vue RH. Et il y a aussi un élément qui est important, c'est de connaître le dirigeant finalement avec qui je vais faire équipe pour justement mieux comprendre la manière dont lui gère ses ressources humaines, quelles sont les valeurs, quelles sont ses valeurs, les valeurs de l'entreprise. Tout ça, c'est extrêmement important, en tout cas dès le premier rendez-vous et dès les premiers échanges, de pouvoir se fondre justement dans tout ça, dans cet environnement-là, pour pouvoir justement intervenir derrière. Alors les freins, on va parler des freins puis des peurs de l'externalisation. Donc on cite souvent perte de contrôle. Oui. Perte de savoir en interne, perte de qualité, parce que ça a l'air comme ça de l'extérieur d'être un peu une solution qui est standardisée et pas forcément adaptée, malgré ce que tu viens de dire, aux spécificités de l'entreprise. La dépendance, c'est extraordinaire, ça, les gens ont peur d'une dépendance. Et mécontentement des équipes, parce que les équipes le ressentent un peu comme un déficit de création d'emplois. Donc, le secret pour réussir l'externalisation, malgré tous ces freins et tous ces obstacles? Alors pour moi déjà, pour un chef d'entreprise qui aurait pour projet d'externaliser peut-être une partie en tout cas de leur fonction RH ou voir la globalité de leur fonction RH, c'est déjà de bien se positionner par rapport à son besoin. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin finalement d'externaliser? Est-ce que c'est parce que je manque de compétences en interne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas le temps, pas assez de temps, mes équipes n'ont pas assez de temps et donc du coup c'est un surplus de travail finalement que je vais externaliser par exemple. Donc ça c'est important de le poser, de bien communiquer aussi avec les équipes pour finalement connaître le besoin, établir un cahier des charges finalement de ce projet-là. Donc ça c'est important et ensuite c'est de rencontrer d'ailleurs plusieurs consultants, travailleurs indépendants, peu importe en tout cas, plusieurs structures qui peuvent potentiellement répondre à mon besoin. Je vous explique de manière assez simple, j'interviens par exemple chez mes clients, chez certains de mes clients, j'interviens à distance parce que c'est leur besoin, parce que c'est leur manière de communiquer et c'est ce qui correspond à leurs besoins. Pour d'autres, il y a un temps de présence qui est important et donc du coup, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit physiquement présent chez eux une partie du temps, alors après avec un temps défini, mais parce que c'est leur mode de fonctionnement, leur process est comme ça et ils préfèrent travailler finalement en présentiel plutôt qu'à distance. Et donc du coup, ça c'est des questions à se poser. Et ensuite, pour moi en tout cas, réussir une externalisation, il y a forcément quand même une partie de travail à distance parce qu'on n'est pas, même si on est présent physiquement, c'est pas à 100% du temps. Et donc il faut aussi se poser une question finalement par rapport aux outils qu'on met en place pour pouvoir communiquer et garder une fluidité en fait dans les échanges. C'est important. Donc il n'y a pas une perte de contrôle? Non. Pas une perte de compétences, au contraire. Tout à fait, c'est des compétences en fait, qu'on vient adjoindre aux compétences qui existent déjà en interne. On vient finalement ajouter une compétence, une valeur ajoutée, par exemple, parce qu'on ne peut pas forcément être bon partout. Et il y a une notion qui est importante, c'est que le droit social notamment est en constante évolution. Il y a toujours des changements, une réactualisation, en tout cas un besoin de réactualisation des compétences et des connaissances. Et du coup, clairement l'externalisation peut être une bonne solution face à ce besoin-là. Alors, ce n'est pas une pratique très répandue, comme on l'a vu en introduction, 25 entreprises sur 100. Pourquoi, à ton avis? Alors, ce n'est pas une pratique répandue, d'ailleurs, surtout que le 25%, en fait, on estime aujourd'hui à peu près, selon les études, entre 25 et 30% des entreprises externalisent les RH au sens large, et c'est surtout en fait la paye. C'est la partie paye des RH qui est externalisée. Ah, donc ce sont des chiffres qui englobent la gestion de la paye. Exactement, parce que c'est une des fonctions RH. Donc c'est encore moins répandu, alors tu es en train de nous dire. C'est encore moins. Pourquoi? Je pense que parce qu'on n'a pas forcément une grande connaissance du métier, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est en croissance, mais qui n'est pas forcément très répandu. Des consultants sur la partie RH, il n'y en a pas non plus énormément. Il y en a et voilà, ça se développe petit à petit, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et parce que il y a aussi certaines réticences, je pense, certaines craintes de la part des dirigeants. Une crainte? Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, sur tous les freins finalement au fait de faire appel ou d'externaliser en tout cas la fonction RH. Alors justement, j'ai 50, 100 salariés, j'ai besoin d'une RH. Je suis chef d'entreprise, j'arrive à tout faire moi. Tout à fait, mais tant mieux si c'est le cas. Non mais c'est vrai, souvent les chefs d'entreprise, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Attends, j'arrive à tout faire, moi je n'ai que 50, 100 salariés.
Oui, alors après, tout dépend des compétences en fait et de la structure en fait interne de l'entreprise. Certains chefs d'entreprise, du coup, ont une personne qui gère en interne les RH, avec cette personne-là une compétence élargie et répond aux besoins au fur et à mesure et au jour le jour de l'activité de l'entreprise. Pas de difficulté, et tant mieux, tant mieux. Maintenant, même entre 50, 100 et voire plus, il peut y avoir des besoins. Aujourd'hui, j'ai certains de mes clients qui ont un service RH et qui viennent me chercher du coup sur des missions extrêmement spécifiques. Je prends un exemple, réaliser un audit social par exemple, c'est quelque chose pour lesquels, les clients auxquels je pense, voilà, il n'a pas la compétence en interne, il vient me chercher sur ces missions-là. On réalise du coup l'audit et les actions qui vont derrière. Une organisation d'élection CSE par exemple. CSE du coup c'est le comité social et économique qui est venu remplacer le CE et les délégués du personnel. Pareil, ce sont des choses qui arrivent une fois tous les 4 ans. Est-ce qu'il a la compétence en interne? Peut-être, peut-être pas. Mais voilà, des missions assez spécifiques quand même, pour lesquelles on met en place, en tout cas on propose des solutions. Et aujourd'hui, je prends un exemple, j'ai un de mes clients qui a à peu près 400 salariés sur 2 entités. Du coup, j'ai organisé les élections CSE avec la particularité, c'est que ce client-là a à peu près 400 salariés, dont 390 en mobilité Île-de-France. Donc du coup, on a organisé ce process-là. L'intégralité du CSE, des élections CSE ont été mises en place par un vote à distance. Donc, du coup, clairement, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, en tout cas qu'il ne savait pas faire en interne. Donc beaucoup de digitalisation, c'est ce qu'on a connu dernièrement qui a entraîné ce mode ou c'est quelque chose qu'on Non, je voyait pense déjà que avant? la digitalisation en fait facilite justement l'externalisation. Ça donne une fluidité dans les échanges, ça permet justement de mieux communiquer et de pallier finalement des fois ce manque de présence qu'on peut parfois ressentir. Le partage de documents, par exemple, c'est quelque chose qui est important, apporter une sécurité aussi aux documents qui sont partagés. Et je pense que la digitalisation est justement un facteur qui favorise la croissance de l'externalisation. Alors justement, comment tu vois ton métier dans l'avenir de RH externalisé? Tout à l'heure, tu nous disais, oui, ça dépend, j'ai des clients qui souhaitent que je sois en présentiel. D'autres, voilà, c'est un échange à distance. On peut rêver d'une RH qu'à distance ou... Ça dépend. Non, parce que pour moi, c'est pas forcément une finalité. Le fait d'être uniquement à distance, c'est pas une finalité. Parce que si mon client a besoin d'une présence, c'est justement cette présence-là qui est importante pour lui. Il faut que je lui apporte en fait la solution sur la présence. Après, te dire exactement voilà, quel sera l'avenir en tout cas du métier, je pense que j'ai pas assez de recul. C'est pas la question qu'on pourra poser avec un robot qui répondra de l'autre côté en ayant, j'allais dire gober, mais c'est vrai que souvent ce mot revient, il faut gober les évolutions, il faut arriver à les intégrer, les comprendre et les reproduire, ce qui n'est pas facile. Je pense pas parce que le lien humain il est extrêmement important. Au-delà du facteur de sécurisation en fait par rapport à voilà un texte conventionnel, un texte légal ou autre, par rapport au risque en fait RH que peut comporter par exemple un plan de licenciement économique ou autre. Enfin, d'ailleurs, peu importe les missions sur lesquelles on intervient. Au-delà de ça, je pense que les clients aujourd'hui sont en attente finalement d'un conseil, d'un lien humain qui va se créer. L'objectif c'est pas que je leur dise bon voilà le cadre et puis c'est bon. Enfin voilà, débrouillez-vous avec ça. Il y a un accompagnement qui est important. Il y a aussi une pédagogie parfois à avoir vis-à-vis des clients et ça c'est extrêmement important dans mon métier. C'est la manière dont je vois mon métier, c'est pas uniquement finalement répondre de manière presque légale, juridique à un problème qui est posé. C'est pas du tout mon métier, voilà. Enfin, c'est conserver ce lien humain, il est essentiel. Alors, est-ce que ce qu'on a vécu dernièrement, est-ce que c'est venu modifier ton métier, le nuancer, le faire évoluer? Est-ce que tu as senti des changements, des modifications, plus de besoins, moins de besoins ou... Pas du tout. Alors clairement, moi, il n'y a pas eu de modification particulière. Alors si, dans les demandes clients, il y avait une demande spécifique client. Par contre, voilà, pour moi en tout cas, un élément qui était plutôt, je dirais, valorisant, c'est que mes clients se sont retournés vers moi pour aussi avoir un appui, un soutien. Et c'est là où du coup le facteur, l'idée d'avoir vraiment un partenariat a pris tout son sens finalement. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ou nous dire pour externaliser plutôt que... Parce que c'est vrai que souvent ce qu'on entend dire, je n'ai pas les moyens d'avoir une DRH et l'externalisation d'avoir quelqu'un qui vient une fois tous les 3 mois,
c'est vraiment important pour toi, à tes yeux, de pouvoir justement s'adosser à des compétences qu'il faut reconnaître ne pas maîtriser, mais en tout cas qu'on a à côté de soi? Oui, non, oui, c'est important. Après, je pense que c'est aussi, voilà, si j'ai juste un conseil en fait à donner, c'est plus de pouvoir être un peu dans l'anticipation. C'est que souvent, quand justement on se pose la question de savoir est-ce que je vais externaliser ou pas, enfin voilà, est-ce que je fais appel à un consultant, un travailleur indépendant, enfin voilà, en gros, est-ce que je fais appel à des compétences extérieures? Souvent, il est déjà un tout petit peu trop tard. C'est qu'en gros, il y a un peu le feu et on se dit, bon, bah voilà, il faut que je trouve une solution tout de suite. Alors que si on crée finalement un partenariat un peu plus en amont et on essaye de gérer les RH voilà, un petit peu plus dans l'anticipation en tout cas, et bah, du coup, ça permet des fois de pérenniser un peu certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Vous êtes tous en train de nous dire il faut anticiper, il faut anticiper. On a bien compris que personne n'aime l'urgence. Mais je crois que c'est l'occasion de rappeler aussi la règle des 4 C pour déterminer si une activité peut être externalisée. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, bon, quand il y a quelque chose qui est complexe et puis qui requiert une certaine technicité, ou tu le soulignais, des compétences particulières, chronophages. Alors ça, c'est vrai que dès que quelque chose demande beaucoup de temps, je pense qu'il vaut mieux externaliser, circonscrite, bon, être limité à un service particulier, critique, bon, est-ce que c'est vraiment important? Donc, tu es d'accord avec cette règle des 4 C? Oui, sur le principe, après, c'est voilà, comme tout. C'est oui sur la partie théorique, pas de souci. Voilà, c'est ce qu'on dit en général sur une fonction, est-ce qu'on l'externalise, est-ce qu'on l'externalise pas, on applique la règle des 4 C. Après, je pense que ça dépend beaucoup en fait, du feeling du chef d'entreprise, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, et voilà, du partenariat qu'on peut créer, finalement, de la relation qu'on peut avoir avec le consultant extérieur. Puis surtout une relation de confiance. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup Marie-Ange. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt avec un autre invité. Celui-là, il risque fort de nous incommoder. D'ici là, likez, partagez, commentez. Merci à toute la régie. Merci beaucoup Marie-Ange. Tu veux reprendre un petit café? Eh bien, bien volontiers.